Les chefs d'État de la CEDEAO cherchent les meilleures formules pour réaliser l'union dans les pays de l'espace commun. Les dirigeants ouest-africains à Dakar se sont également penchés sur le processus électoral en Guinée-Bissau. Les organisations d'usagers de l'eau agricole installées dans leurs fonctions dans le Sourou, elles ont pour mission de veiller essentiellement au maintien en bon état des équipements hydromécaniques. Et puis l'édition 2013 de la Semaine nationale de l'Internet met l'éthique en rapport à l'emploi des jeunes. Le top de départ de la 9e SNI a été donné ce matin. Issaka Cabré remporte la première étape du Tour du Faso. Couru entre Boussé et Ouéguia, 9 pays prennent part à cette compétition. Et puis à Madagascar, on a voté ce matin pour élire le futur président parmi 33 candidats. Difficile de faire un pronostic pour l'heure. C'est le menu du rendez-vous du 20h de ce jour sur la télévision du Burkina. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Les chefs d'État de la sous-région se sont réunis ce jour à Dakar pour un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Les dirigeants ouest-africains dans la capitale sénégalaise ont affiché leur ambition de trouver les meilleures formules pour réaliser l'union dans les pays membres de la communauté. Et il a été question également de s'entendre sur les termes de négociation avec l'Union européenne sur les accords de partenariat économique. Le président du Faso et ses pairs ont fait cas du processus électoral en Guinée-Bissau. Suivons le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Dakar, Jean Zongo et Simon Gongo. Dakar accueille la CEDEAO. À Angers dernier, à Abuja, les chefs d'État s'étaient donné rendez-vous au pays de la Teranga pour 3 sujets. La coopération monétaire, l'union douanière avec le tarif extérieur commun et les accords de partenariat économique. Ce vendredi, Blaise Compaoré et ses collègues viennent valider des réflexions du Conseil des ministres. Mais on n'a pas pu se passer de la sécurité avec le Mali et Ibrahim Boubacar Keïta qui est à la conférence des chefs d'État pour sa première fois. IBK et le Mali de renouveau a affirmé Alassane Dramane Ouattara. Appelé à prendre la parole, le président en exercice de la CEDEAO demande encore l'appui des Nations Unies. La lutte n'est pas terminée, dit-il. Tous les 3 intervenants saluent le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays. Sur l'économie qui rassemble aujourd'hui, Kadri Désiré Ouedraogo appelle à aller plus vite et plus loin. Pour le président de la commission de la CEDEAO, l'union douanière va favoriser la libre circulation des personnes et des biens. La rencontre de Dakar est une solidarité pour faire face aux puissances mondiales dans les négociations d'accords, comme ce sera le cas très bientôt avec l'Union européenne. À Dakar, la question de la monnaie unique sera relancée. C'est le moyen d'accélérer les échanges entre les pays membres, selon le président Alassane Ouattara, qui invite ses pairs à penser à la jeunesse. Les chefs d'État réunis parleront aussi des élections générales à venir à Bissau et trouver des ressources pour leur financement. Avec une croissance économique de 6,4% attendue en 2013 contre 6,5% en 2012, les chefs d'État de l'UEMOA à Dakar ont convenu de la nécessité de mobiliser les ressources pour relever les défis de la sécurité alimentaire et surtout de l'énergie dans l'espace pour la reprise économique. La 17e session de la conférence de Dakar a salué chaleureusement la première participation du tout nouveau président du Mali au sommet. C'est Thomas Yayiboni qui préside désormais aux destinées de l'UEMOA. Le point des travaux avec nos envoyés spéciaux, Jean Zongo et Simon Gongo toujours. C'est Yayiboni, le nouveau président en exercice de l'UEMOA. Faure Gnassingbé lui a passé la main ce jeudi à Dakar, à la fin de la 17e session de la conférence des chefs d'État, après 2 années passées à la tête de l'Union. Mais ici, l'Union a été aussi politique et économique. Blaise Compaoré et ses pairs ont accueilli le président malien qui participe au sommet pour la première fois. C'est une victoire du Mali, selon le président Macky Sall, l'hôte de la cérémonie. Les présidents Ouattara et Compaoré ont d'ailleurs été félicités pour leur contribution à la tenue des élections au bord du Djoliba. Les chefs d'État se sont accordés à opérationnaliser le volet sécurité et paix au sein de l'espace et demandent à la Guinée-Bissau de poursuivre ses efforts de sortie des crises. Sur le plan économique, les présidents de l'espace UEMOA ont noté avec satisfaction la croissance moyenne de 6,5% enregistrée en 2012 et cette année une croissance de 6,4% est attendue, mais le cri de cœur du président Faure Gnassingbé reste que cette croissance est récente sur le quotidien des populations.
À Dakar, les chefs d'État se sont engagés à trouver des ressources pour les investissements et demandent une surveillance du niveau de l'endettement. Pour ce faire, une politique foncière sera mise en place dans les années à venir. Le grand chantier qui demande l'investissement et l'énergie, et là les 8 appels à diminuer le coût de l'électricité, 5 fois plus cher dans la région que partout ailleurs en Afrique. Le président Yahya Boni poursuit les chantiers, surtout la question de la sécurité alimentaire. Retour au Burkina Faso et nous nous rendons dans le Sourou où le Premier ministre a procédé hier à Niassan à l'installation officielle des organisations d'usagers de l'eau agricole. Leur mission, veiller à l'exploitation et au maintien du système d'irrigation. Les équipements hydro-agricoles et mécaniques de la vallée du Sourou sont désormais sous leur responsabilité. Wandata Nathalie Kaoré a suivi la cérémonie d'installation. Comme cette station de pompage de la vallée de Di, l'exploitation et la maintenance du système d'irrigation et de drainage, l'utilisation des méthodes d'économie d'eau et des nouvelles technologies d'irrigation seront désormais assurées par les exploitants agricoles eux-mêmes à travers les organisations d'usagers d'eau agricole. Elles ont été mises en place en 2012 et reconnues officiellement en février 2013. La présente cérémonie est la reconnaissance de la légitimité de ces organisations de producteurs ainsi que le démarrage de leurs activités sur le terrain. L'organisation d'usagers de l'eau agricole, OUA, est une personne morale établie en tant qu'organisation professionnelle à but non lucratif afin d'exploiter, d'entretenir et de maintenir la totalité ou une partie d'un aménagement hydro-agricole et de fournir le service de l'eau à ses membres. Les organisations d'usagers de l'eau agricole ont pour obligation de rendre compte à l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou de toutes leurs activités techniques et financières. Elles doivent poursuivre en aval le travail accompli en amont par le Millennium Challenge Corporation dans la vallée du Sourou. À quelques mois de la fin de ce compact, l'ambassadeur des États-Unis apprécie les réalisations du MCC dans la localité. Le Burkina Faso, en fait, mérite d'être applaudi pour les efforts exceptionnels qu'il a fait dans la mise en œuvre de cet ambitieux programme. Son Excellence, M. Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique, sera effectivement ravi d'apprendre que notre partenariat ait produit des résultats capables de faire une différence dans la vie du Burkinabé ordinaire. C'est tout naturellement que le Premier ministre a traduit sa reconnaissance aux États-Unis à travers le MCC. Il a surtout salué le modèle participatif que le MCC a initié pour permettre aux exploitants agricoles d'être des acteurs clés du développement hydro-agricole de la vallée du Sourou. Il s'agit justement de responsabiliser davantage les exploitants, les amener à mieux entretenir les ouvrages, à mieux gérer l'eau. Et je pense que c'est une expérience que nous devrons étendre sur l'ensemble du territoire. Vous voyez souvent, si je prends un exemple très simple, nous réalisons souvent beaucoup de forages à travers le pays. Mais qu'est-ce qui arrive? Souvent, moins d'un an après, à cause d'une petite panne, d'un écrou, le forage reste bloqué parce qu'on n'a pas su organiser les villageois autour de l'entretien de ces équipements. C'est pourquoi je félicite vraiment ce nouveau concept et j'espère qu'il va durer et qu'il pourra ainsi permettre aux populations de prendre en charge les périmètres. Après l'installation, des contrats et des chèques d'un montant total de 105 millions ont été remis aux organisations d'usagers de l'eau agricole par le gouvernement burkinabé. C'est un geste pour les encourager à bien exploiter leur terrain afin d'être des modèles dans le Sourou et au Burkina Faso. Et s'il y a un aménagement hydro-agricole qui retient l'attention dans le Sourou, c'est bien le site de Di. Le Premier ministre y a encore fait un tour pour encourager les exploitants et surtout échanger avec eux sur leurs activités. Et avant de quitter la localité, Luc Adolphe Thiao a rendu une visite au centre de santé de promotion sociale de Niassan. Wendata Nathalie Kaoré nous fait le point.
Sur cette étendue, 2240 hectares de terres irriguées à Di ont été réalisés par le Millennium Challenge Corporation pour accroître l'offre en superficie aménagée. Ici, c'est l'irrigation d'appoint qui est pratiquée par les producteurs réunis au sein de 9 organisations d'usagers d'eau agricole de la localité. Ils ont choisi comme principale spéculation le maïs ou l'oignon et le rendement moyen est de 5 à 6 tonnes par hectare. Le Premier ministre est allé sur ce périmètre aménagé pour féliciter et encourager ces exploitants qui lui ont fait part des difficultés qu'ils rencontrent dans cette nouvelle expérience. Il ne pleut plus. Alors ils sont confrontés à un stress hydrique. Et le stress hydrique vient de quoi? Il se trouve qu'il y a des parcelles qui sont surélevées et peut-être des affaissements. Alors il se trouve que quand ils font l'irrigation, les parcelles qui sont surélevées n'arrivent pas à avoir de l'eau. Ce qu'il va peut-être vous demander est qu'arriver là où vous devrez partir, de tout faire pour revenir avec des solutions qui puissent les permettre en tout cas d'avoir des parcelles qui sont à niveau. À ces doléances, le Premier ministre a promis apporter des solutions. Mais en attendant, il a incité les producteurs à persévérer dans leur travail en suivant les conseils donnés par les techniciens du domaine. Comme c'est un de nouveaux aménagements, il est évident qu'on ne peut pas régler tous les problèmes. Mais je suis certain que donc les responsables de l'AMVS étant là, ils vous ont entendu. Bon, ils vont prendre les dispositions pour que l'année prochaine, l'aménagement soit mieux fait. Mais je ne peux que les encourager. Et le plus important, c'est qu'ils continuent à s'organiser. L'eau est là. Donc, je les encourage à s'impliquer beaucoup dans leur OEA et de faire en telle sorte que les formations qu'on va leur donner, qu'ils puissent les mettre en application. Sinon, ils peuvent compter sur notre soutien. Et nous avons nos amis américains qui sont là. L'ambassadeur des États-Unis est là. Donc, lui-même, il est venu pour voir. Donc, je pense que l'année prochaine, vous allez voir que les choses seront mieux. En marge de cette sortie, le Premier ministre s'est rendu au CSPS de Niassa. Il a encouragé les agents de santé et constaté les conditions dans lesquelles ils travaillent. Après cela, Béon-Luc Adolphe Tiao a pris la route pour Dédougou pour une rencontre dans le cadre des préparatifs du 11 décembre 2014 dans cette localité. À Bobo-Dioulasso, la 15e Assemblée générale de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina devrait accoucher du prochain plan quinquennal et actualiser l'image de l'UNPCB. La rencontre a ouvert ses portes ce matin à Sia. Karim Sissé. Pour la 15e année consécutive, les membres de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, UNPCB, se sont retrouvés pour leur assemblée générale. Une rencontre statutaire au cours de laquelle les différents points inscrits lors de leur assise de 2012 seront examinés. Il s'agit de voir ensemble ce qu'ils ont pu concrètement réaliser de cette feuille de route. Nous avons traversé une crise. Présentement, on ne sent plus la crise. C'est que nous avons travaillé à la cohésion au niveau au sein de notre organisation et à l'entente et avoir les mêmes objectifs de production. C'est pour cela, l'année passée, nous avons atteint les 630 000 tonnes. Cette année, nous allons atteindre les 730 000 tonnes. Donc, c'est ce programme qui nous a apporté cela. C'est dans la cohésion, le dynamisme de tous les acteurs. C'est ça aussi qu'on peut œuvrer pour gagner le pari. Cette année, l'UNPCB s'est fixé le pari d'atteindre une production de 730 000 tonnes de coton-graines contre 630 000 tonnes la campagne dernière. Et pour le président de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, cette tribune leur offre l'opportunité d'échanger à bâton rompu en vue de relever les défis. Toute chose qui permettrait au Burkina de demeurer toujours leader dans la production de l'or blanc en Afrique. Avec le ministère de l'Agriculture, nous envisageons faire des boulis d'irrigation d'appoint et nous allons parler de ça au niveau de notre assemblée pour que chacun puisse se préparer parce qu'avec les changements climatiques, nous devons nous adapter aux changements climatiques. Donc tout ça, c'est des défis à relever et aussi l'effort que l'État a fait à nous pour l'exonération des tracteurs. Les tracteurs arrivent le 7 novembre à Abidjan. 10 jours, ils vont les emmener à Bobo. D'ici le mois de décembre, nous allons mettre à la disposition des producteurs les 300 tracteurs. Cette 15e Assemblée générale de l'UNPCB a été l'occasion pour les membres de collecter quelques poches de sang pour sauver des vies, surtout en ces temps où le paludisme sévit le plus au Burkina Faso.
Nous allons en Italie à présent. L'adoption de la résolution 67-146 par l'Assemblée générale des Nations unies traduit la volonté des gouvernements à intensifier l'action mondiale pour l'élimination des mutilations génitales féminines. Et à Rome, les acteurs mondiaux de cette lutte ont convenu d'accélérer l'engagement pour relever ce défi. Des nouvelles stratégies ont alors été identifiées à la conférence internationale de haut niveau à Rome. La première dame du Faso a pris part à cette rencontre, dont voici les principales conclusions avec nos envoyés spéciaux dans la capitale italienne, Alassane Zeo Salinana. Malgré les conséquences néfastes des mutilations génitales féminines et les diverses tentatives pour les éliminer, la pratique persiste toujours. Les nouvelles stratégies de lutte qui tiennent compte des valeurs culturelles s'avèrent efficaces. Ces approches ont recours à des faits et à des principes liés aux droits humains et donnent aux communautés les moyens de décider elles-mêmes d'abandonner l'excision. Nous avons la loi qui existe. Or, comme tous les autres pays, nous sommes confrontés à un problème d'application de cette loi, mais nous privilégions la mobilisation communautaire, la sensibilisation, le renforcement des capacités de la communauté pour justement éradiquer, éliminer ces formes de violence. Selon les chercheurs, la clé du problème est de susciter une évolution des normes sociales des communautés et le programme Accélérer le changement lancé en 2007, mis en œuvre dans 15 pays africains, devrait aider à mettre fin au MGF en l'espace d'une seule génération. Nous ne pourrons pas atteindre les objectifs d'ici 2015, mais nous avons de grands espoirs avec l'éducation, l'alphabétisation des femmes et des filles. Nous arriverons, pas en 2015, peut-être en 2017 ou en 2020, à atteindre ces objectifs-là. Et c'est mon souhait le plus cher. La création annoncée pendant la conférence d'une stratégie de collaboration entre l'Union africaine, la Commission économique pour l'Afrique, l'UNICEF et l'UNFPA et le Comité africain des experts pour les droits et le bien-être des enfants, ainsi que le Comité interafricain favorisera l'atteinte rapide des actions pour réaliser les engagements de la résolution des Nations Unies. Notre rôle est de susciter l'engagement politique des États et de susciter l'accompagnement. Donc nous sommes très actifs sur le terrain et nous allons garder ce dynamisme sur le terrain pour que les 3 mesures qui ont été proposées soient appliquées effectivement. Nous avons envisagé en termes de perspective de renforcer le volet information, éducation, sensibilisation, de réprimer autant que possible et de renforcer la coopération internationale. Et du reste, tout ce qui a été dit par les différents partenaires, notamment les pays, mais les organismes, montrent qu'il y a des chances que nous ayons en tout cas beaucoup plus de possibilités pour mener la lutte. Même si les mutilations génitales féminines existent toujours, les différents combats pour leur abandon portent fruit. Un rapport de l'UNICEF note une chute de la prévalence dans plus de la moitié des 29 pays d'Afrique et du Moyen-Orient où la pratique était largement répandue. À Rome, occasion a été offerte pour faire le point des 2 décennies de lutte pour l'éradication des MGF, un bilan qui donne des motifs de satisfaction, comme vous l'avez remarqué dans le reportage. Il faut dire que le programme Accélérer le changement y est pour beaucoup dans ces résultats obtenus, même si les efforts restent encore à fournir pour l'atteinte de la tolérance zéro au MGF. Le Burkina Faso, qui légifère sur la question, a su apporter son expertise à Rome. Salinana pour le reportage. Avec l'adoption de la résolution 67-146 de l'Assemblée générale des Nations unies qui consiste à intensifier les actions pour éliminer les mutilations génitales féminines, les participants à la rencontre de Rome ont tous réaffirmé leur détermination à redoubler d'efforts pour avancer dans l'application de la résolution adoptée en 2012. Ils étaient tous d'accord qu'il est plus que nécessaire d'accélérer le changement et de nouvelles mesures ont été prises afin de faire disparaître les mutilations génitales féminines. Accélérer l'adoption et l'application des cadres politiques et juridiques qui assurent l'égalité des sexes et qui protègent et instaurent pleinement les droits des filles et des femmes, notamment le droit d'être à l'abri des mutilations génitales féminines. Ceci implique de prendre toutes les mesures nécessaires d'ordre légal, politique, judiciaire, ainsi qu'en matière de programmation et de budgétisation ou toute autre mesure au niveau mondial, régional, national, local et communautaire pour éliminer les mutilations génitales féminines.
Les conclusions des travaux de cette conférence internationale notent également l'engagement des États présents à soutenir davantage les communautés, les organisations de la société civile et les médias pour garantir l'exécution des activités et améliorer les politiques et programmes nationaux de santé sexuelle et reproductive. Ils ont en outre décidé d'accroître les ressources et promouvoir la responsabilisation pour un abandon définitif des MGF. Ceci implique de consolider les partenariats parmi la multitude d'acteurs qui opèrent au niveau national, régional et mondial, dans différents contextes, en usant différentes approches et qui contribuent à l'objectif commun d'éliminer la pratique. Les défis à relever demeurent immenses, mais ce sont des participants convaincus qu'avec les progrès et l'engagement accru, coordonnés et complémentaires des acteurs de la lutte au cours de la dernière décennie, ils pourront ensemble atteindre la tolérance zéro très prochainement. Voici donc des pratiques néfastes qui bafouent les droits fondamentaux de la femme. Et au Burkina Faso, l'ONG WILDAF, qui s'est engagé dans la lutte pour le respect de ces droits auprès du gouvernement, n'a de cesse de multiplier les actions auprès des premiers concernés par ces violences. Dans le BAM, l'ONG s'implique à transformer les victimes en actrices et cela passe par des formations sur les dispositions juridiques. Voici pour vous l'une de ces sessions avec Isaïe Parkouda et Frédéric Etienne Bassenga. 3 jours durant, ces participants venus de plusieurs villages de la province du BAM ont bénéficié d'une formation sur les notions de droits de l'homme. Ces femmes et hommes appelés parajuristes vont plaider en faveur de l'exercice des droits des femmes une fois de retour dans leurs villages respectifs. La formation de WILDAF nous a permis de connaître nos droits. Désormais, nous saurons comment les défendre. De retour au village, nous allons partager ces enseignements avec les autres. Cette formation, organisée par le réseau Femmes, Droits et Développement en Afrique, WILDAF, s'inscrit dans le cadre des activités du projet Les femmes et paysans ouest-africains contre la pauvreté. Un projet lancé depuis juillet 2012 et qui vise à promouvoir et à défendre les droits de la femme en général et ceux de la femme rurale en particulier. Nous avons eu à former 30 parajuristes et plus d'une centaine de membres de comités de défense des droits des femmes dans 15 localités de la province du BAM. Et ces femmes parajuristes et ces comités avaient pour mission de porter un message dans leur communauté. C'est de faire connaître les droits des femmes et de faire savoir, comprendre aux populations que c'est en respectant les droits des femmes, qui sont partie intégrante de la population, que l'on peut leur permettre de devenir plus autonome. À mi-parcours de la mise en œuvre du projet, le bureau national de l'ONG se dit satisfait des résultats engrangés. Sur 227 cas de violence faites aux femmes constatés, 137 ont été résolus, 72 en voie de résolution et 15 cas non encore résolus. Toute autre chose, à présent, l'édition 2013 de la Semaine nationale de l'Internet met en exergue les tics en rapport à l'emploi des jeunes. Une semaine qui va dérouler le tapis rouge à l'Internet et aux technologies de l'information et de la communication du 25 octobre au 2 novembre prochain. Le rendez-vous phare de la SNI sera sans nul doute le Salon international des TIC et de la bureautique. Le programme de cette semaine décliné à l'ouverture ce matin avec Adama Koulibaly. Les technologies de l'information et de la communication et emploi des jeunes, c'est sous cette thématique que s'est ouverte ce matin la 9e édition de la Semaine nationale de l'Internet. Cette célébration qui entre dans le cadre de la Journée mondiale des télécommunications qui depuis 2005 est devenue la Journée mondiale de la société de l'information place au centre des activités de l'édition de 2013 les opportunités que représentent les TIC pour la jeunesse. Dans le message de son Excellence aujourd'hui, il est recommandé que nous puissions vraiment travailler à ce que les TIC soient un vecteur
de création d'emplois, mais aussi de formation, mais aussi d'ouverture d'esprit pour l'ensemble de la jeunesse. Au-delà d'être aujourd'hui des jeunes qui attendent qu'on leur fournisse de l'emploi, ils peuvent utiliser ce potentiel pour eux-mêmes aller vers la création de start-up, en tout cas de petites et moyennes entreprises, ce que le gouvernement pourrait en tout cas les soutenir dans cette initiative. L'une des révolutions majeures de ce 21e siècle, les TIC constituent une nouvelle dynamique sociale à travers les différents réseaux sociaux qui peuvent être des canaux privilégiés pour la jeunesse burkinabé. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ont émergé dans ce secteur-là, qui ont créé des sites web et qui évoluent dans le domaine même de la vente du matériel informatique, les conversations en ligne. Il y a beaucoup d'exemples qui indiquent qu'en fait les jeunes ont vraiment bousculé ce domaine-là, mais il y a encore beaucoup d'opportunités vraiment à explorer. Au-delà de cette thématique non moins importante de cette 9e édition qui a drainé plusieurs centaines de jeunes étudiants mais également professionnels du secteur, c'est toute une stratégie à long terme qui est envisagée. Quand on dit TIC et emploi des jeunes, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est pour leur mettre, j'allais dire, un certain virus dans la tête pour qu'ils puissent transcender, pour qu'ils puissent aller au-delà. Le gouvernement, pour sa part, ne va pas économiser les moyens pour mettre à disposition du pays les infrastructures essentielles. Une journée sans papier, une journée de solidarité numérique, une journée dédiée au logiciel libre et le salon des TIC et de la bureautique de Ouagadougou sont autant d'activités au programme. Le clou de la semaine sera sans doute la nuit des TIC qui récompense les meilleurs sites web et les meilleures pratiques dans le domaine. Nous faisons un tour dans le centre-est où les députés de la Commission des finances et du budget et les techniciens du ministère de l'économie et des finances se sont réunis à Tenkodogo pour le cadrage budgétaire. Il s'agit de la dernière ligne droite, donc des travaux d'élaboration du budget de l'État gestion 2013. Ils ont reçu la visite du président de l'Assemblée nationale qui est venu leur témoigner son soutien et ses encouragements. Il s'agissait donc de la dernière ligne droite des travaux d'élaboration du budget de l'État gestion 2014. Le compte rendu donc de cette visite avec Anatole Nakuluma et Sylvain Vibamba. Si la retraite des députés membres de la Commission des finances et du budget et les techniciens du ministère en charge des finances dans la ville de Tenkodogo pour le cadrage budgétaire est en passe de devenir une tradition, que le président de l'Assemblée nationale se déplace pour soutenir et encourager ses acteurs est une première saluée par les députés. Nous sommes très ravis d'accueillir le président de l'Assemblée nationale à ces travaux, parce qu'il faut dire que c'est la première fois que ça arrive. Nous apprécions positivement et nous prenons ça comme des encouragements à mieux faire. En tant que chef, il joue bien le rôle de venir nous appuyer, de venir nous encourager. Ça permet aux gens vraiment de se resserrer et de faire un bon travail. Le cadrage budgétaire consiste à procéder au dernier réglage du projet de loi de finances gestion 2014. Et ce travail se déroule à la satisfaction des participants. On travaille sur le consensus et il faut dire qu'entre les anciens et les nouveaux, il y a une certaine convivialité. On apprend et on essaie toujours de s'accorder sur l'essentiel pour aller de l'avant. Ensemble, nous faisons un travail cohérent dans une très bonne ambiance et nous pensons que les résultats de ces travaux devront effectivement refléter les attentes de notre population. L'examen et l'adoption de la loi de finances étant au centre des préoccupations de cette session, Sungalo Apollinaire Ouattara a exhorté les commissaires, les agents des finances et les assistants parlementaires à donner le meilleur d'eux-mêmes pour sortir un bon rapport et à temps pour permettre aux députés de l'examiner convenablement. Le 1er novembre 2013, les forces armées nationales auront 53 ans. Et pour ces 53 bougies, l'armée a choisi de parler sécurité dans la sous-région. Le rendez-vous du 1er novembre est un moment où le lien armée-nation est célébré à travers plusieurs manifestations organisées dans toutes les garnisons. Les activités de cet anniversaire qui ont débuté le 21 octobre se poursuivent jusqu'au 2 novembre. Oswald Gaëtan Segueda. Pour ces 53 bougies, la Grande Muette a décidé de parler. Son anniversaire sera célébré avec en ligne de mire les défis de la sécurité régionale.
La crise militaire de 2011 et la lutte contre le terrorisme ont conduit le commandement à réfléchir sur les exigences du contexte sécuritaire actuel. Les menaces sont devenues transnationales, elles sont devenues globales, elles sont devenues diffuses, elles sont devenues asymétriques, à telle enseigne que le concept donc de sécurité collective tend à prendre le pas sur des notions purement territoriales. Cette célébration offre l'occasion à l'armée de s'ouvrir au public. Des journées portes ouvertes sont prévues les 25 et 26 octobre à la place de la Nation avec une campagne de consultation gratuite d'ophtalmologues et de dentistes. Le grand défilé s'effectuera le 1er novembre sur le boulevard Muammar Kadhafi à Ouaga 2000 et le 2 novembre, un dépôt de gerbe en mémoire des dévanciers mettra fin aux activités. Et justement, la Grande Muette qui a décidé de se faire mieux connaître du public a ouvert ses portes aux populations. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce moment était visiblement attendu du citoyen lambda. C'est la haute hiérarchie militaire qui a lancé ces journées portes ouvertes ce matin à la place de la Nation. Toboum Evelyne Dabiri. Des expositions d'engins roulants, de guerre, de génie civil, d'armes, d'œuvres littéraires, mais aussi des produits d'élevage et d'agriculture bruts ou transformés par les épouses des militaires ou les retraités de l'armée, une mini-boulangerie fonctionnelle et un orchestre qui distille des mesures. C'est entre autres ce que laissent entrevoir ces portes ouvertes sur les métiers et activités des armées. L'ouverture officielle faite le 25 octobre par le chef d'état-major général des armées, Honoré Nabéré Traoré, est matérialisée par la coupure du ruban. Une telle activité a comme sens, entre autres, de susciter des vocations. Ces journées portes ouvertes permettent à l'armée d'ouvrir ses portes à la population et à renforcer surtout les liens armée-nation que nous souhaitons de plus en plus importants. Et nous souhaitons que cette armée soit une armée du peuple au service de son peuple. Pour ces portes ouvertes, des médecins militaires offrent des consultations. Tout le monde peut venir se consulter du point de vue dentaire ou ophtalmologique, c'est-à-dire les yeux, ceux qui ont des problèmes durs, des problèmes de dents. Et c'est gratuit et s'il y a des soins qui peuvent être donnés, ils vont recevoir ces soins sur place en fonction du plateau technique. La population invitée à ces activités était bien présente pour immortaliser des souvenirs et pour prendre quelques explications. Des journées qui changeront certainement les regards sur l'armée. Et c'est vraiment une bonne chose que l'armée s'ouvre au public, qu'il permette aux gens quand même de voir de près ce qu'ils ont l'habitude de voir à la télé ou de loin. Et bon, j'ai eu l'occasion de voir les blindés, de toucher. J'ai touché de l'arme et j'ai senti que dans l'armée, il n'y a pas que l'arme. Il y a aussi d'autres facettes la population est prête à venir découvrir. Ces journées prendront fin le 26 octobre à 18h et elles augurent déjà les activités commémoratives des 53 ans de l'armée. Et voilà les forces armées nationales qui ont aussi manifesté leur soutien aux réfugiés maliens et ceux du camp Sanyonyogo ont reçu des vivres, un geste symbolique qui n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. Zalissa Sanfo, Nathalie Kaori. 4 tonnes de céréales d'une valeur d'1 million de francs CFA pour les réfugiés maliens installés à Sanyonyogo. C'est la contribution des forces armées nationales pour les besoins de ces familles contraintes à quitter leur pays. Que nos forces armées nationales, à l'occasion de leur anniversaire, ont décidé cette année de témoigner leur solidarité à ces réfugiés par des dons à ceux d'entre eux qui ont été accueillis au site de Sanyonyogo à Pabri. Personne ne choisit délibérément de quitter sa patrie, sa famille et de vivre la condition de réfugié qui est aujourd'hui la vôtre. C'est dire que nous sommes sensibles aux difficultés que vous connaissez. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l'endroit des forces armées burkinabè engagées aux côtés d'autres frères d'armes pour le rétablissement de la paix et de la sécurité au Mali. À tout le monde, au nom de la communauté malienne réfugiée au Burkina Faso, nous disons merci, grand merci à l'armée nationale du Burkina Faso. Nous disons merci
au gouvernement du Burkina Faso. Nous disons merci au président de la République du Burkina Faso. Et nous disons merci à tous les Burkinabés. Parce que depuis qu'on a foulé le sol du Burkina, on ne s'est pas senti ailleurs. On pensait toujours qu'on était chez nous au Mali. Donc, anniversaire à l'armée du Burkina. Cette année, le 53e anniversaire des Forces armées nationales est célébré sous le thème « La responsabilité des Forces armées nationales face aux défis de la sécurité régionale ». Parlons à présent des nouvelles mesures du gouvernement pour la sécurité dans les aéroports de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso qui rencontrent des difficultés dans leur application, des difficultés imputables au mauvais comportement des usagers. L'Agence nationale de l'aviation civile du Burkina Faso a sollicité la presse pour une sensibilisation. Une rencontre a eu lieu ce matin avec les hommes de médias. À ce sujet, Bouma Ernest Nebié, Ibrahim Guigema. Pour éviter d'éventuelles attaques terroristes et d'autres formes de violence contre l'aviation civile burkinabé, le gouvernement a adopté le 25 juillet 2013 des mesures visant à renforcer la sécurité au niveau des aéroports de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Malheureusement, la mise en œuvre effective de ces mesures rencontre d'énormes difficultés. Des difficultés dues en grande partie au comportement des usagers. Les usagers n'accordent plus de zones pour lesquelles les permis d'accès ont été délivrés, pensant que le badge donne systématiquement accès à toute zone. La contestation de certaines personnes sur la pertinence des zones qui les sont assignées. Il y a également la pression forte pour l'obtention d'un permis auquel on n'a pas le droit de passer en fonction. Pour des raisons de sécurité, sûreté, ce n'est pas du tout toléré. Il faut que désormais, les gens sachent qu'on a des limites à partir de l'aérogare. Nous avons parfois des porteurs de tenue comme nous, des gradés de tous les corps qui arrivent, qui pensent, mais pourquoi vous ne voulez pas me laisser accéder? Moi, je suis gradé, je ne suis pas douteux. C'est pas qu'on doute de vous. Nous-mêmes qui évoluons ici, nous avons des badges. Ça veut dire que c'est le principe même qui régit le travail ici. Pour résoudre ces problèmes, la voie de la sensibilisation s'avère nécessaire. C'est pourquoi, au cours de ce déjeuner de presse, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile de Burkina, ANAC, a vivement sollicité la collaboration des hommes de médias. Cette collaboration devra permettre aux journalistes de contribuer à sensibiliser les usagers à adopter des comportements exemplaires afin que la mise en œuvre des mesures de renforcement de la sécurité dans les principaux aéroports du pays soit effective. Après le déjeuner, les convives de l'ANAC ont visité les services de l'aéroport de Ouagadougou, une visite qui leur a permis de constater les efforts déjà consentis par l'État dans la sécurisation de l'aviation civile au Burkina Faso. La Banque africaine de développement et la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina recherchent les bases d'une collaboration fructueuse. Les principaux bénéficiaires de ce partenariat, qui sont les opérateurs privés, ont eu une rencontre avec la BAD, des échanges satisfaisants avec des engagements de part et d'autre pour une amélioration du climat des affaires. C'est Sylvestre Da. La salle de réunion de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, prise d'assaut par les acteurs du secteur privé dans la soirée de ce jeudi 24 octobre. Ils sont venus s'imprégner des opportunités que la Banque africaine de développement entend leur offrir. La BAD, présente au Burkina depuis 1970, veut marquer une autre étape dans son partenariat avec les pays en accompagnant le secteur privé, domaine dans lequel son appui est jusqu'à ce jour inexistant. Pour pouvoir atteindre la BAD, le financement privé de la BAD, il faut un minimum de 10 millions de dollars, ce qui veut dire en termes clairs 5 milliards de francs CFA pour pouvoir bénéficier d'un projet avec la BAD directement. Vous conviendrez avec moi que pour un entrepreneur qui commence ses activités, il n'est pas facile de pouvoir monter un projet de 5 milliards de francs CFA. Nous allons travailler avec les banques commerciales locales, mettre à leur disposition des lignes de crédit pour les banques qui sont éligibles, et ces lignes de crédit serviront à financer des PME locales, des petites et moyennes entreprises que nous ne pouvons pas atteindre directement compte tenu de leur taille. Dans la mesure du possible également, nous travaillerons avec des organisations locales pour les accompagner
aussi bien du point de vue de la formation, de la gestion. Les échanges entre dirigeants de la BAD et acteurs du secteur privé ont duré à peine 1 heure de temps. Mais elles auront permis de comprendre les contraintes des hommes d'affaires burkinabés et de prendre la mesure de leurs attentes. Un moment de dialogue direct, très riche en enseignements de la vie des participants. Dès que j'ai entendu le montant que le représentant de la BAD a donné, j'ai dit que je n'avais pas ma place à cette rencontre-là ce soir. Heureusement pour nous, le DG de Coris Bank a intervenu et nous a bien situés. Maintenant, je pense que c'est plus intéressant qu'il se dépêche de mettre des lignes de crédit à la disposition de nos banques et nous aussi nous allons en bénéficier. Cette rencontre initiée par la Chambre de commerce et d'industrie s'inscrit dans le cadre des actions visant à l'amélioration du climat des affaires au Burkina. Une mise en œuvre des conclusions de la dernière rencontre du gouvernement secteur privé. La demi-finale de votre émission télévisuelle face aux académies, c'est tout à l'heure en direct des jardins de la télévision de Burkina. Et nous retrouvons sur place Maggie Leslie Oka pour le déroulement de la soirée. Bonsoir Maggie. Bonsoir Douanio, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Alors dites-nous comment ça se passe pour ce soir, quelles sont les dispositions qui ont été prises, comment la soirée va se dérouler? Alors ce soir, c'est tout simplement la première demi-finale de Faso Academy. Demain, nous aurons la deuxième demi-finale avec aussi 4 candidats en direct. Pour ce soir, la demi-finale, ce sera ce qu'on appelle une demi-finale en live ou en semi-live, presque en live, parce que la particularité de la compétition de ce soir, il y aura la compétition avec le piano, avec un autre style de musique qui s'appelle la musique lyrique. C'est un autre exercice que nos jeunes académiciens devront affronter. Donc, ils devront affronter ce type d'exercice pour passer en classe supérieure. En dehors de cela, il y aura le duo imposé, la chanson d'Awa Boussim qui est imposée. Il y aura des chansons au choix imposées. Tout simplement, ce soir, ce sera une compétition très très rude parce que il y aura les votes aussi ce soir qui vont compter pour 30% dans le choix des candidats à la fin de la deuxième émission. Et puis les 60 autres 10%, ce sera au jury donc de décider à travers les meilleurs points, les meilleurs totaux. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est que Faso Academy, c'est une émission, vous le savez, Douanio, une émission grand public, une émission qui intéresse tout le monde, de 7 à 100 ans, je le dirais. À Faso Academy, il n'y a pas que les élèves qui ont le droit de participer, on l'a toujours dit, mais aujourd'hui on l'oublie, c'est tout le monde qui participe à Faso Academy. Rappelez-vous, on a eu même des gardiens de prison qui sont venus participer à Faso Academy, des élèves, des professeurs, des étudiants, des infirmiers, des sages-femmes. On n'a pas encore eu de politiciens qui participent à Faso Academy. On espère qu'un jour viendra où les politiciens vont participer à Faso Academy. Donc ce n'est pas uniquement qu'une émission pour les élèves. Voilà. Alors pour la suite, Maggie, comment cela va se passer pour la deuxième demi-finale et également pour la finale? Alors, la deuxième demi-finale, c'est demain. Il faudra donc attendre, Douanio, demain à la fin de l'émission pour connaître les 5 finalistes qui vont participer à la finale de Faso Academy 2013. Après la deuxième émission, nous allons rentrer en résidence du côté de Ouaga 2000 pour vivre ce qu'on appelle la télé-réalité de la radio-télévision du Burkina avec Faso Academy. Et après, nous aurons, Inch'Allah, la grande finale de Faso Academy 2013 en direct. Ce sera le 8 novembre. Je tiens, Béatrice, s'il te plaît, à remercier le directeur général de la RTB qui aide énormément pour la mise en place de Faso Academy 2013. Et puis pour ces 2 demi-finales, la première de ce soir, nous invitons toute la population de Ouagadougou à venir nous rejoindre dans les jardins de la radio-télévision du Burkina pour vivre les 2 directs de Faso Academy. Donc dans quelques instants, nous aurons le premier direct de la demi-finale. Tout le monde peut venir nous rejoindre. Est-ce que les invités sont déjà là, s'il vous plaît? Alors merci d'applaudir. Voilà. Ok. Merci. Alors, merci en tout cas, Maggie. On imagine que la soirée sera belle. On voit déjà le public mobilisé. N'hésitez donc pas. C'est tout à l'heure après ce journal.
Nous poursuivons en sport. Le top de départ a boosté ce matin de la 27e édition du Tour cycliste international du Faso. 9 pays prennent part à la compétition. La première étape jugée entre Boussé et Waiguia, longue de 124 km, a été remportée par Isaka Cabré de l'équipe régionale du centre. Devant 2 autres Burkinabés, on trouve sur la route du Tour un de nos envoyés spéciaux, Victorien Marihienne. La 27e édition du Tour cycliste international du Faso a pris son envol ce matin à Boussé. Des 16 équipes annoncées, 11 étaient sur la ligne de départ en provenance de 9 pays que sont l'Algérie, l'Allemagne, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Hollande, le Mali, le Togo et bien entendu le Burkina Faso. 64 coureurs cyclistes. Et c'est devant une foule enthousiaste que le ministre de l'économie numérique et des postes, représentant celui des sports et des loisirs, a donné le départ de cette étape inaugurale Boussé-Waiguia. Une entrée en la matière très attendue par les différents états-majors, histoire de découvrir les forces en présence. Les premières tentatives, bien matinales, sont l'œuvre d'Abdulaziz Nikema, parti en solitaire puis relayé chemin faisant par Aourna Ilboudo qui passe en solitaire le point chaud à Arbolé. Le deuxième sprint intermédiaire, situé à Yako, est remporté par Seydou Bamogo, tous de l'équipe Burkina Faso. Dès lors, le peloton est mis sous pression et de tentative en tentative, un groupe de 10 coureurs creuse l'écart avec le reste du peloton. On y dénomme un Camerounais, un Algérien, 2 Hollandais, un Ivoirien, un Allemand et 4 Burkinabés, dont le détenteur du maillot jaune et capitaine des étalons, Rasmane Ouedraogo. L'écart passe d'1 minute à 4 minutes 20. Le dernier point chaud de l'étape à Goursi, Jérôme Bamouni, de l'équipe régionale de l'Ouest, en a fait son affaire. À l'arrêt du peloton, la chasse reste toujours infructueuse, car l'écart est maintenu à 3 minutes 10. C'est aux portes de Waiguia qu'Isaka Cabré de l'équipe régionale du centre, sûr de son coup, part en solitaire pour une victoire d'étape. Il a eu le bon flair et au bon moment. Au début, c'était dur avec moi. Moi-même, je ne pensais même pas que je pourrais venir à Waiguia avec le peloton. Donc, à la rentrée de Arbolé, il y a trouvé un échappé. Donc il y avait 4 ou 5 Burkinabés qui sont là. Donc à la rentrée de Gourchi, il y a un Algérien qui a attaqué. Je suis allé le rejoindre en même temps, on est parti l'échapper, on a chassé jusqu'à pour rejoindre les autres. Quand on les suivait avec 1 minute et quelques, l'Algérien est lâché. Donc restait moi seul. Donc moi j'ai bourré jusqu'à chasser pour partir. Et Dieu merci, je suis allé rentrer. Dernier 5 km, j'ai tenté ma chance encore. Dieu m'a offert. Il a parcouru la distance de 124 km en 3h09 minutes 54 secondes, son vitesse moyenne de 39,304 km/h. Grégoire Ouedraogo de l'équipe de l'Ouest se classe 2e. 3e, Florian Smith de la Hollande. Abdulaziz Nikema et Rasmane Ouedraogo sont 4e et 5e. Quant à Yannick Lonsi du Cameroun, il paie chèrement son 10e rang en un bon lion. Quand on a démarré le sprint à la ligne là, et j'ai eu un craquement de chaîne là, et directement je me suis retrouvé au sol. J'étais obligé de... Et le vélo ne tournait plus, j'étais obligé de le soulever, de finir avec le vélo en main. Isaka Cabré endosse les maillots les plus convoités du Tour du Faso, le jaune et le vert. Le Golgolsé national, comme on l'appelle dans le milieu, dont sa dernière participation au Tour du Faso relève de celui de 2009, fait donc un comeback retentissant. Voilà, 18 coureurs repartis en 3 équipes représentent le Burkina Faso à cette 27e édition du Tour cycliste international du Faso. Quel est l'état de forme des étalons cyclistes? Quelles sont les ambitions quand on sait qu'ils détiennent le maillot jaune déjà? Voici donc la réponse avec l'un de nos envoyés spéciaux sur le Tour, Modeste Ouedraogo.
Comment conserver le maillot jaune remporté par Rasmani Ouedraogo l'année dernière? C'est la grande équation à résoudre pour les Burkinabés cette année qui alignent, comme à leur habitude, 3 équipes. Celles nationales, les équipes régionales de l'Est et de l'Ouest. À quelques minutes du départ, le directeur technique national entouré de sa troupe s'attelle au dernier réglage et les consignes d'usage. Je crois qu'on a eu une bonne préparation. Et ensuite, psychologiquement, je crois que c'est réellement bien. On sent aussi une motivation réellement de tous les groupes. Vous avez vu les encouragements juste avant le départ des premiers responsables de la fédération. Et ensuite, avec les consignes ont été données par l'encadrement technique. Et vous voyez que réellement, on est fin prêt pour prendre le départ. La seule inquiétude demeure la blessure de Rasmani Ouedraogo intervenue la semaine dernière au Grand Prix cyclisme Monogram à Ouagadougou. Ce matin, le garçon est bel et bien présent à l'appel et entend défendre son titre. Moralement, je ne suis pas fort, mais après, sur la course, je sens que je donne et je ferai tout possible pour faire ce que j'ai pour le Burkina Faso. La première étape longue de 124 km 400 se déroule entre Boussé et Waïouia. Les jeunes dynamiques du cyclisme burkinabé sont également présents. Abdoulaziz Nekiema, Seydou Bamogo, Salfo Bikenga, Bang Bazidouemba, Yakuba Yamiogo, pour ne citer que ceux-là. Ils sont des forçats de la route et ne sont guère impressionnés par les Algériens, les Hollandais, les Ivoiriens ou encore les Allemands. Au bout des 124 km 400, c'est Issaka Cabré de l'équipe régionale de l'Est qui s'impose en solitaire. Le deuxième se nomme Grégoire Ouedraogo de l'équipe régionale de l'Ouest. Les Burkinabés raflent les maillots les plus convoités du tour. Ils peuvent donc envisager la deuxième étape qui se déroule ce samedi entre Yako et Zignaré. La distance, 142 km 100. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de soirée sur la télévision du Burkina. Et n'oubliez pas le rendez-vous de tout à l'heure, la demi-finale de Faso Academy. C'est en direct des jardins de la RTB. À bientôt.